Bienvenue pour cette exploration fascinante. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire d'un objet vraiment exceptionnel, conservé au musée Pouchkine à Moscou. C'est leur plus ancien livre scientifique. Oui, une magnifique édition du De Architectura de Vitruve qui date de 1511, imprimée à Venise. Mais ce n'est pas juste un vieux livre, n'est-ce pas, Evelyne? Ce qui le rend unique, c'est autre chose. Exactement. Ce sont ces marges. Sur 96 des 110 feuillets, elles sont littéralement couvertes d'annotations minuscules. Des notes, des dessins, même des taches d'encre. Incroyable. C'est comme une fenêtre ouverte sur l'étude passionnée de quelqu'un il y a des siècles. Voilà, on a l'impression de surprendre un érudit en plein travail au cœur de la Renaissance. Du coup, notre mission aujourd'hui, c'est de retracer le parcours de ce livre, son voyage incroyable de l'Italie du XVIe siècle jusqu'à la Russie, et surtout, Surtout, découvrir qui est cet annotateur mystérieux. Une vraie enquête historique dans les marges. alors par où commencer? Peut-être par la fin de l'histoire, sa présence à Moscou. Oui, bonne idée. On sait qu'il est au Pouchkine depuis 1932. Juste avant, il était dans une autre institution moscovite, l'Académie d'État d'histoire de l'art. Et on a une trace encore plus ancienne liée à la Révolution, c'est ça? C'est ça. Un cachet indique qu'entre 1918 et 1921, il faisait partie d'une bibliothèque publique liée à un musée prolétarien, sans doute confisqué à des collections privées après la Révolution. Mais comment il est arrivé en Russie avant 1918, ça reste flou. Pour l'instant, oui. Par contre, une autre piste nous emmène beaucoup plus loin, et ailleurs, en Grande-Bretagne. Ah bon? Comment ça? Sur une page de garde, ajoutée plus tard, on a trouvé une signature Robert Melville, avec la date 1763. Robert Melville, ça me dit quelque chose. Un Écossais. Tout à fait. Général, ingénieur, inventeur et un grand collectionneur. On a comparé la signature, c'est bien lui. Donc il a possédé le livre au moins jusqu'à sa mort en 1809. D'accord. Donc au XVIIIe siècle, le livre est en Écosse. Et cette page de garde, la reliure, elle nous dit quelque chose d'autre? Oui, justement, la reliure en cuir brun et ces pages de garde où Melville a signé, elles ont un filigrane, une marque dans le papier. Et ce filigrane? Il est typique d'une fabrication française ou anglaise du milieu du XVIIe siècle. Ah, intéressant. Donc le livre avait déjà quitté l'Italie bien avant Melville, probablement vers la France ou l'Angleterre au XVIIe siècle. C'est la déduction logique. Oui, il part de Venise en 1511, voyage vers le nord, passe par les îles britanniques, mais la grande question reste, qui l'a noté avec tant d'intensité avant tout ça, en Italie? C'est là qu'on se tourne vers les notes elles-mêmes. En quelle langue sont-elles écrites? Principalement latin, bien sûr, la langue savante de l'époque, mais il y a aussi des mots en grec ancien et, c'est ça l'indice crucial, beaucoup d'italien. De l'italien vernaculaire. Ça pointe clairement vers un propriétaire italien, non? Exactement. Et pour dater ces notes, on regarde les auteurs cités. Il y a les anciens, comme Théophraste, mais aussi des humanistes contemporains de l'annotateur. Et le plus récent cité, c'est qui? C'est Adrien Turneb, un érudit français. L'ouvrage cité date de 1565, donc les notes sont forcément postérieures à 1565. On est dans la seconde moitié du XVIe siècle. Et ce ne sont pas des simples commentaires, on est d'accord. Ça ressemble plus à une étude critique. Tout à fait. L'annotateur corrige le texte latin, propose des variantes, il débat avec Vitruve, il renvoie à plein d'autres textes. On dirait presque des corrections d'éditeurs ou la préparation d'une publication. D'une publication, peut-être très bien. Et puis, le coup de théâtre. Folio 70 recto. Une note en italien qui dit Leggere il discorso nel quarto libro nella mia traduzione alla carta 9. Attendez, nella mia traduction, dans ma traduction. C'est ça. Lis la discussion dans le 4e livre de ma traduction à la page 9. Notre inconnu était en train de traduire Vitruve. Incroyable. Ça change tout. Et cette note, ma traduction, c'était la clé. La clé absolue. Cette référence ultra précise a permis de faire le lien avec un manuscrit conservé à Venise, à la Biblioteca Martiana, une traduction italienne de Vitruve. Et l'auteur de ce manuscrit, L'auteur n'est autre que Daniele Barbaro. le grand humaniste vénitien. Daniele Barbaro, 1514-1570. L'érudit, le diplomate, le commentateur majeur de Vitruve, celui qui a travaillé avec Palladio sur la villa Barbaro. C'est énorme. Oui, et tout correspond. La discussion mentionnée se trouve exactement là où la note l'indique dans le manuscrit de Barbaro. Et surtout, l'écriture. L'écriture correspond aussi.
Parfaitement. C'est la même cursive humaniste que dans les lettres et documents connus de Barbaro. Le même ductus, les mêmes abréviations, par exemple Léo.B pour Leon Battista Alberti, la même forme des chiffres comme le 2, c'est lui, sans aucun doute. C'est fantastique. Donc ce livre de Moscou, avec toutes ces annotations, Mhm. ce sont les notes de travail de Daniele Barbaro lui-même. Précisément. Ce sont les brouillons, en quelque sorte, pour ses propres éditions commentées de Vitruve, celles de 1556 et 1567, qui ont eu une influence immense. On a donc accès à son laboratoire intellectuel, à sa méthode de travail. On le voit réfléchir, comparer, critiquer. C'est une fenêtre rarissime sur le processus de création d'un géant de la Renaissance. Et ça ne s'arrête pas là. Ah oui, évidemment. Quoi d'autre? En relevant toutes les œuvres qu'il cite si précisément dans les marges, on a pu commencer à reconstituer une partie de sa bibliothèque personnelle imprimée. On savait peu de choses sur les livres qu'il possédait réellement. Donc on sait maintenant quel livre il avait sous les yeux en travaillant sur Vitruve. Exactement. Ça donne une profondeur incroyable à cet exemplaire. Ce n'est plus juste un livre ancien, c'est un témoin direct de la construction du savoir. Alors, pour résumer ce parcours fou, un Vitruve de 1511, imprimé à Venise, annoté par Daniel Barbaro vers 1540-1560, qui voyage en Angleterre, appartient à Robert Melville au XVIIIe, arrive on ne sait trop comment en Russie et finit par livrer ses secrets au musée Pouchkine. Quelle histoire! Et ça montre à quel point l'étude de ces marges souvent négligées peut transformer notre compréhension d'un objet. Ce n'est plus un simple texte imprimé. C'est une conversation qu'on surprend, un dialogue intime avec un esprit brillant du passé. Tout à fait. Ça laisse rêveur. Combien d'autres dialogues comme celui-ci attendent encore d'être découverts, cachés dans les marges de livres oubliés? C'est une excellente question. Et au-delà de l'identité, qu'est-ce que ces notes brutes, prises sur le vif, nous apprennent sur la différence entre le processus créatif et l'œuvre finale publiée? D'ailleurs, la recherche continue sur cet exemplaire exceptionnel. Une publication très détaillée en 2 volumes est en préparation pour partager tout ça. On a hâte de voir ça. Merci beaucoup pour cette plongée passionnante. Merci à vous.